Bonjour à tous, mon nom est Pierre Chevron, je travaille pour SOA People et je serai votre modérateur pour notre événement digital du jour. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir d'exceptionnels speakers pour parler maintenance dans SAP. Bonjour à vous trois, bonjour Caroline, bonjour Jean-Marc, bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous, chers participants, d'être là avec nous. Alors, on a une petite changement de programme car Hubert Ducrot, malheureusement, ne va pas pouvoir nous rejoindre tout de suite. Mais on a quand même d'excellents speakers avec nous et qui vont se faire un plaisir de partager avec vous leur expérience, leur expertise, leur vécu sur comment optimiser ou utiliser SAP pour votre maintenance. Voilà. Donc, Caroline Froissart, bonjour Caroline, merci d'être là. Madame Caroline, qui propose, c'était une blague qu'on avait entre nous, mais en tout cas voilà, Caroline est présidente. Madame la présidente travaille pour la FIM. La FIM est une belle association et elle vous la présenter dans quelques minutes, qui apporte vraiment de la valeur au débat sur les questions de maintenance, les questions de maintenance, de GMAO. Et travaille aussi, bien sûr, chez Sophonia, un acteur aussi qui vous accompagne en Champagne-Ardenne, en région, sur le développement de vos projets. Donc, Caroline, tu nous diras un petit peu plus sur toi et sur la FIM dans quelques minutes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aussi Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, merci d'être là avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc, responsable de la maintenance chez Cristal Union. Alors, si vous ne connaissez pas Cristal Union, c'est sucré, c'est que de la douceur. Mais voilà, Jean-Marc est avec nous aujourd'hui. Beaucoup de maintenanciers dans son équipe, faire part de son expérience, de son expertise, de ses challenges au quotidien. Donc, n'hésitez pas à le cuisiner, lui poser toutes les questions que vous voulez. Il est là aussi pour vous et pour apprendre tous ensemble autour de cette table ronde digitale. Et last but not least, croyez-moi, nous avons avec nous Mohamed. Bonjour Mohamed, merci d'être là. Donc Mohamed est notre expert maison chez SOA People, responsable des produits innovants et s'il en est l'asset management aujourd'hui, la digitalisation de la maintenance, c'est vraiment des produits innovants qui vous apportent du concret et de la valeur dans votre entreprise. Donc merci Mohamed d'être là. Il va rebondir effectivement sur ce que va pouvoir partager avec nous Jean-Marc, toute l'add value, enfin la valeur additionnelle proposée par Caroline. Donc, merci à vous d'être là dans ce débat. Il y a une quatrième personne dans ce débat, c'est vous, chers participants. Cette table ronde est là pour être vivante, pour partager aussi vos feedbacks, vos expériences, ce que vous ressentez par rapport à ce qu'on vous dit aujourd'hui dans cette table ronde digitale. Donc, n'hésitez pas. En haut, à droite de votre écran, il y a un chat. Vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions, commenter. Ce sera avec plaisir que je rebondirai sur ces commentaires et je partagerai vos questions, je les lirai pour vous à nos participants. Voilà. Alors, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par une petite introduction proposée par Jean-Marc sur quels sont les enjeux aujourd'hui de la maintenance, les défis et finalement les rôles clés des maintenanciers dans le taux de rendement global. Jean-Marc, est-ce que tu peux un petit peu poser l'église au milieu du village et nous partager ton feedback sur ce sujet? Oui, donc bonjour à tous. Une nouvelle fois, je vais parler des fondamentaux de la politique maintenance. Comme chacun le sait, ça se résume en quelques mots, c'est assurer la disponibilité et la performance des outils à un coût minimum. Et pour imager ça, je parlerai de la courbe caractéristique du taux de panne pour une machine, ou courbe en baignoire dans un terme un peu plus simple. Dans cette courbe, il y a deux zones particulières. La zone que j'appelle fonctionnement normal, et là, nous, en tant que maintenanciers, on doit la prolonger au maximum. Pour ce faire, on utilise les outils de maintenance systématique, maintenance premier niveau, les rondes de surveillance, les modes opératoires, les plans d'entretien, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, une autre zone très, très importante, c'est juste avant la casse. Et là, c'est une zone qui est importante avec les outils nouveaux qui sont à notre disposition, notamment les CND, avec l'instrumentation online, la détection de niveau d'usure et le vieillissement,
le monitoring des équipements couplé à l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus au niveau de la maintenance. Et pour gérer tous ces flux de maintenance, l'utilisation d'une GMAO est indispensable. Donc, beaucoup de sujets qui vont ressortir pendant la table ronde. Et je vous encourage à poser des questions auxquelles j'essayerai de répondre. Super, merci Jean-Marc pour cette entrée en matière. Donc effectivement, beaucoup de mots-clés qui viennent d'être couverts là, enfin que tu as couvert là à l'occasion de ce pitch elevator, de cette introduction. Donc c'est effectivement des sujets qui sont clés aujourd'hui dans la maintenance, qui vont vous permettre effectivement d'améliorer vos processus. Profitez-en aussi. Alors Jean-Marc, tu disais il y a certaines choses auxquelles tu pourras répondre, peut-être pas. Mohamed est là aussi pour rapporter son grain de sel. Par rapport à tout ce qui pourrait être produit innovant à adopter en termes de maintenance. Alors, je voudrais juste revenir quelques minutes avec Caroline pour présenter la FIM parce que c'est vraiment un acteur clé, incontournable en région, proche en fait des maintenanciers, qui apporte de la valeur et de l'échange entre pairs. Donc, c'est le moment de faire un peu la promo de la FIM parce que vous gagnez vraiment à être connue. Caroline, je te laisse la parole. Merci Pierre. Alors, juste pour la petite histoire, tu l'as bien raconté tout à l'heure, je vais avoir deux facettes aujourd'hui. Madame la présidente de la FIM championne, qui me fait rire parce que je déteste quand on m'appelle présidente de la FIM. Donc aujourd'hui, merci en tout cas à SOA People de nous permettre de parler de la FIM et de faire le partenariat et d'avoir tout géré, l'organisation, la promotion et tout ça. C'est top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et la deuxième facette, c'est mon travail de tous les jours, puisque la FIM, c'est du bénévolat. Donc, dans mon travail de tous les jours, en fait, je suis chef de projet sur les GMAO. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui en faisant un petit peu ricochet avec Jean-Marc et en essayant de vous apporter ce que j'ai pu découvrir, apprendre dans mes différentes missions. Et donc, je reprends ma casquette présidente de la FIM pour vous expliquer un petit peu ce que représente la FIM. Donc, ça s'appelle Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. C'est une association qui est assez ancienne. Elle va bientôt fêter ses 90 bougies. Donc, vivement dans 10 ans, la grosse fête. C'est un petit peu particulier parce que c'est une association, mais qui a complètement les fonctions et les responsabilités d'un syndicat. En gros, elle représente et elle défend les métiers de la maintenance au niveau national et européen. Je ne vais pas tout citer, mais par exemple, elle préside la commission AFNOR. Elle participe aux commissions pédagogiques nationales, donc la transformation du DUT en BUT. La FIM a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Elle collabore avec l'INRS pour la sécurité, donc qui n'est pas un mince sujet au niveau de la maintenance. Et puis, en plus de tout ça, elle informe à peu près 400 000 personnes chaque année avec son site internet, ses newsletters et les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de travail, ça c'est au niveau national. Et puis, évidemment, au niveau, ces valeurs sont relayées au niveau régional. Donc, on a des délégations qui sont locales et autonomes. Et nous, en Champagne-Ardenne, en fait, notre bureau s'est créé il y a 1 an et demi, avec la conjoncture qu'on connaît. Et on s'est donné pour mission principale, plus de l'humain, en fait, de tisser des liens entre les acteurs locaux de la maintenance. Donc, en gros, les donneurs d'ordre, prestataires, fournisseurs, les écoles, les étudiants. Je ne sais pas s'ils vont réussir à se connecter, mais normalement, on a des étudiants de Reims, de la fac, au niveau maintenance, qui doivent se connecter avec un des membres de notre bureau. On a même des étudiants qui font partie du bureau, en fait. On a vraiment un bureau qui représente toutes les catégories que je viens de vous lister. Et pour nous, les jeunes, c'est plus important parce que c'est le futur de la maintenance. Donc, on en a 4 au bureau, des jeunes des étudiants. Et on travaille tous ensemble, en fait, sur différentes actions avec pour objectif de faire se rencontrer les gens, échanger, avancer sur des sujets communs, partager du contenu de valeur et évidemment les bonnes pratiques. Tout ça en général autour de coupes de champagne, puisqu'on est en Champagne-Ardenne. Ça sonne bien. Merci Caroline pour ça. Alors, je vous ai partagé le lien LinkedIn de la FIM Champagne-Ardenne. Allez-y, abonnez-vous. Il y a beaucoup de contenu. Il va y avoir un événement en novembre qui va avoir lieu. Physique, le 18 novembre, n'est-ce pas? En gros, le message est simple. Ensemble, on est plus fort en termes de compétences, de connaissances et de savoir-faire. Et je trouve que la FIM vraiment gagne à être connue. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Alors, c'est le moment de parler un petit peu maintenance et surtout de partager avec nous, Jean-Marc, toi, ta propre expérience. Donc, dis-nous comment ça fonctionne chez Cristal Union. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux pour mettre en appétit nos participants et voir un petit peu comment tu gères ça, toi, chez Cristal Union? Oui, donc
Déjà, là, une particularité du métier du sucre, on travaille en campagne, donc 2 périodes dans l'année, une période de récolte des betteraves et de fabrication du sucre qui dure 4 mois, grossièrement, et donc le restant, c'est de la maintenance, ce qui fait qu'on a un effectif assez important, qui paraît assez important au niveau maintenance. Dans mon équipe, j'ai 600 personnes, mais c'est des personnes qui ont double casquette, maintenance, producteur. En somme, pendant la campagne sucrière, donc pendant la production, nous n'avons pratiquement plus personne en maintenance, tout se passe en production. Et donc, au mois de septembre, avant le démarrage, il faut que tous les équipements soient en parfait état et nous permettent de tenir 4 mois sans intervention. Donc ça, c'est pour la particularité des sucreries. Et pour gérer ça, donc, oui. C'est top. Du coup, tu n'as pas le problème du fight entre la production générale et la maintenance. Tes gars, ils sont production et maintenance? Oui, donc c'est un avantage parce qu'on a des conducteurs d'installation qui vont l'entretenir en intercampagne. Intercampagne, c'est la période où il n'y a pas de production. Et ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que les personnes se cherchent un petit peu. Ils font 50% de production dans l'année, 50% de maintenance. Donc, il y a des métiers bien spécifiques qu'on perd progressivement. Je pense à la soudure qualifiée, où il faut des heures de soudure pour garder la main. Et nous, on n'a plus le temps à leur consacrer. Donc, on est obligé de sous-traiter certains métiers à cause de ça. Mais c'est un avantage en campagne d'avoir des gens qui connaissent le matériel. Maintenance de premier niveau, top quoi, du coup. Maintenance de premier niveau, donc beaucoup de rondes, beaucoup de suivi des installations, des plans de graissage, des plans de maintenance aussi pour intervenir au bon moment. Et puis derrière, on a un électromécanicien posté qui, lui, est chargé de détecter des anomalies et de préparer les interventions pour les équipes de jour qui vont arriver, les équipes de jour réduites de maintenance qui arrivent à 8 heures du matin. Voilà un peu pour ce qui est de Cristal Union. Donc, comment on a géré ça il y a 10 ans à peu près. Oui, c'est pas à peu près, il y a 10 ans. Cristal Union qui était très petit. Il y avait 4 établissements, a grossi progressivement pour passer à 15 établissements. Et là, une obligation de revoir nos habitudes de travail s'est posée à nous. Et il était décidé d'utiliser un logiciel que beaucoup connaissent, c'est le logiciel SAP. C'était le choix de qui? Pardon, j'ai pas. C'était le choix de qui, ça? C'est le choix de la direction d'un groupe de travail de l'époque. Donc, effectivement, c'est pas le choix des mainteneurs. Les mainteneurs avaient mis SAP en 3e position, mais le choix de la direction et des autres services était SAP. Par contre, l'équipe projet maintenance a demandé des moyens humains et matériels pour pouvoir avoir un outil, je dirais, qui réponde à nos besoins. Et au bout de 10 ans, je pense qu'on a quelque chose qui tourne bien. C'est toujours perfectible, mais tout est basé au niveau de la maintenance autour de SAP, de façon à avoir un outil commun pour tout le monde et des habitudes de travail pour tout le monde. Quand tu dis SAP, c'est SAP PM? SAP PM, PS, MM, et puis c'est avec les 3 principaux. Mais si il y a le contrôle de gestion avec qui on travaille beaucoup. Super, merci Jean-Marc pour ça. Donc, en fait, ce que je comprends bien quand même, ce qui est très important et ce qui est clé chez toi dans ton organisation, c'est d'avoir les outils, la disponibilité des personnes au moment pour que ces 4 mois en fait intenses finalement se passent le plus simplement ou en tout cas efficacement possible. Donc c'est très très clé d'avoir toute cette gestion en amont et puis au moment effectivement au moment de la récolte, c'est ça? Oui, alors un gros travail c'est vrai, un gros travail aussi que je n'ai pas cité, c'est la partie intercampagne. Quand les machines sont arrêtées pendant 6 mois à 7 mois dans l'année, il y a une mise en conservation qui est importante. Celui qui a une moto, il sait très bien qu'en hiver, avant de rentrer la moto, on la nettoie, on graisse certaines. Eh bien, pour les équipements techniques, c'est exactement pareil. Et sur certains matériels, on s'aperçoit que le matériel vieillit plus quand on ne l'utilise pas que quand on l'utilise.
L'humidité, la corrosion et des marques de corrosion sur un roulement, il n'y a rien de pire. Donc, Super. on a des Merci. mises en conservation qui sont assez poussées pour éviter les problèmes en campagne, en début de campagne. Merci Jean-Marc de partager ça avec nous. Alors, je vais proposer à Mohamed, si tu veux bien, parce que nous, chez SOA People, on est en contact avec beaucoup de clients qui ont de vraies problématiques de maintenance aujourd'hui. C'est quoi ton feedback assez général, en fait, par rapport aux attentes, aux challenges et qu'est-ce qu'ils pourraient attendre finalement d'un outil intégré? Alors, je pense que tu es en mute, on t'entend pas, Mo. Pardon, excusez-moi. D'abord, très comique, l'introduction de Caroline et de Jean-Marc sont comiques au sens tout à fait en phase avec ce que j'avais en tête, puisque le hasard de la présentation de Caroline, que je ne connaissais pas avant au niveau du contenu, bien entendu, elle parlait d'étudiants, d'une nouvelle génération qui vient derrière, qu'il faut monter en charge, qu'il faut préparer, parce que le monde va devoir continuer, il va devoir évoluer. Et nous, on a des clients chez SOA People qui ont une base européenne, mais qui ont un rayonnement international au niveau des sites et des usines. Et ces clients-là ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à recruter des jeunes sur de la maintenance parce que certains outils, avec tout le respect que j'ai pour certains écrans, outils et fonctionnements, sont tout à fait dépassés. Et cette génération-là n'a pas envie de se plonger dans des écrans complètement dépassés, dans des process un petit peu archaïques à certains égards, avec tout le respect que j'ai pour l'environnement. Et donc, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Marc sur cette complexité propre à son métier, mais elle n'est pas exclusive, elle est particulière, qui est qu'on a des coupures assez fortes avec des projets, parce que ça devient vraiment des projets de planification pour être sûr qu'on est tout à fait opérationnel. Contrairement à ce qu'on imagine, on n'est pas en vacances, mais quand on coupe, eh bien, on doit faire tout l'entretien qui doit être fait pour être sûr de redémarrer à heure et à temps. Et on a pas mal de clients dans le monde agroalimentaire qui ont des coupures, moins fortes que dans le monde du sucre, même si on a des clients qui sont très proches du métier de Cristal Union, qui ont aussi cette notion de saisonnalité qui est très forte et très exprimée. Et donc, il faut pouvoir organiser ça. Et d'un autre côté, il faut être capable de traiter cette génération qui vient derrière, qui a besoin d'outils, qui a besoin de modernité, qui a besoin de choses plus intuitives. C'est un vrai défi de la maintenance. Et rien que sur ces deux points-là, et on est très, très loin de toucher à tout, on est déjà dans un vrai challenge. Comment concilier des problématiques métiers avec une technologie qui est au service du métier, ce qui n'est pas une balade de santé, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ensuite, la remarque de Caroline, avec un beau sourire, mais quand même assez forte comme remarque, mais qui a choisi SAP? Je lis entre les lignes et Jean-Marc, dans sa franchise, répond franchement, SAP était numéro 3. Ça ne me surprend pas. SAP n'est pas une GMAO, SAP n'est pas fait pour planifier, SAP n'est pas fait pour penser à la place des équipes de maintenance. SAP est un ERP et les directions générales le choisissent parce que SAP est transverse. SAP peut toucher à tous les métiers d'une organisation. C'est une stratégie. Moi, si je dois choisir… Complètement, elle est tout à fait juste et fondamentalement bien pensée quand on monte à un niveau de direction, parce que si je traite de la remarque de Jean-Marc où SAP vient en numéro 3, c'est schématique, hein, on n'a rien contre SAP, bien au contraire, mais ça c'est symbolique, mais parce qu'en fait, pour la direction, ils doivent penser à des factures, à des achats, à des stocks, à des pièces de rechange, à des inventaires, et donc ils disent, ouais, c'est bien votre choix numéro 1 aux équipes de maintenance, mais comment je l'intègre dans mon paysage, et comment je suis sûr, moi, que tout mon flux est transverse et digitalisé. Et là, SAP sort très vite du chapeau les 3/4 du temps. Par contre, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, sur le terrain, il y a un gouffre entre ce que SAP offre de manière native et ce que les gens du terrain sont en mesure de demander, encore plus si on se projette dans l'exemple de Caroline vis-à-vis de cette nouvelle génération. On est sur un projet ici, sur une entreprise belge européenne dont le site aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'arrivent à recruter personne sur des SAP GUI historiques SAP. Donc, les gars arrivent aux interviews, ils voient les écrans, ils disent non, ça ne les intéresse pas. Aussi cru que ça. Ils en sont arrivés à ce stade-là. Et c'est cette démarche-là qui a déclenché chez ce client-là une volonté de s'asseoir autour de la table, de repenser l'avenir, parce qu'ils ont une couche, si je peux me permettre de dire comme ça, une pyramide des âges un petit peu vieillissante dans les équipes de maintenance. Et force est de constater qu'ils vont devoir renouveler. Donc voilà, je rejoins tout à fait les points de Jean-Marc et Caroline. Et effectivement, il y a du défi sur la table. Il y a, en tout cas, des analyses pertinentes à mettre en place rapidement dans la plupart de nos clients et organisations. Merci Mo pour cette intervention. Il y a une remarque d'Alain et il a totalement raison, c'est que du coup, SAP, ça impose aux personnes de maintenance de s'adapter. Mais comme dit Mohamed, en fait, c'est une stratégie d'informatique, donc après, il faut faire avec. Et Jean-Marc il va vous l'expliquer, mais il a bien réussi à pallier ce côté en fait humain, à pouvoir mettre à disposition, puisque SAP, ça a été créé par des financiers et pour des financiers. Donc, c'est clairement pas du tout adapté à des personnes de maintenance. Il y a avec les transactions, avec
la planification, enfin, on va en parler juste après. Mais il y a des possibilités de pallier à ça. Mais maintenant, ce que dit Alain, et merci Caroline de le soulever parce que je n'avais pas lu, ce que dit Alain est d'autant plus juste et inacceptable. C'est juste et c'est inacceptable. Maintenant, si on prend l'exemple de Jean-Marc, la plupart de nos clients, et là je mets ma casquette SOA People, la plupart de nos clients ont une traversée du désert avant d'atteindre quelque chose qui tient la route. Ce qui est de nouveau inacceptable de nouveau. Développer sur SAP pour le monter et le rendre accessible. Complètement. Et ça, de nouveau, c'est une des raisons d'être des SOA, mais on va y revenir un peu plus tard dans la conversation. C'est pas normal qu'un outil qui est acheté, qui a pignon sur rue, nécessite que les équipes de terrain s'adaptent. On a des exemples faciles quand on parle d'allocation de ressources. Quand on commence à mettre des techniciens sur des OT, des ordres de travail aux ordres de service, on se rend compte très vite que dans la tête des équipes de maintenance, il y a une telle connaissance de qui sait faire quoi, comment, à quel moment, que SAP a du mal à suivre. On a un grand compte français dans l'industrie qui est un de nos clients, qui est le patron de la maintenance groupe, il nous dit, pour nous, SAP est un trou noir. On met beaucoup de choses dedans et on a très, très difficile à restituer de l'information et à partir de là, de prendre des actions ou modifier des choses. Donc, je rejoins tout à fait la remarque d'Alain et ton commentaire, Caroline, absolument. Alors, laissez-moi rebondir peut-être. Oui, Jean-Marc, pardonne-moi, vas-y. Je vais quand même défendre un peu SAP. C'est un outil qui est lourd à mettre en place, mais là, nous, ça fait 10 ans qu'on l'utilise. C'est plus un trou noir. On a quand même des retours. Tu as raison, Jean-Marc, ça a spécifié et je pense qu'on peut rebondir sur la remarque de Mohamed dans le chat. Merci d'ailleurs d'intervenir et de partager avec nous vos commentaires. C'est un autre Mohamed. C'est un autre Mohamed. C'est un autre Mohamed, oui, c'est un autre Mohamed. Voilà. Mais en tout cas, la remarque de Mohamed dans le chat, ça a quand même le mérite, bien sûr que c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être intégré. Et je pense qu'en fait, cette notion d'intégration est clé. Jean-Marc, dans ton introduction, tu le disais, il y a plusieurs modules de SAP que vous utilisez, mais il y a aussi, ça a une influence aussi sur le reste, sur la gestion du stock, sur la gestion des personnes, sur le time, des choses comme ça. Donc, je pense que, merci Mohamed pour cette remarque, je pense que c'est clé aussi de valoriser le côté intégré, en fait, de la data. Rapidité et fiabilité de la data, en fait, c'est pas comparable. Tu n'as pas besoin de créer des interfaces, de vérifier que ça n'a pas cassé pendant la nuit. Toutes tes datas, en plus, tout le monde parle le même vocabulaire. Le contrôle de gestion, la finance, la maintenance, ils ont tous le vocabulaire SAP. Donc, c'est clair que c'est super. Il faut juste un petit coup de pouce qu'a mis Jean-Marc en 10 ans, là, pour pouvoir l'utiliser au top. Oui, tout à fait. Super. Alors, merci. Une dernière remarque d'Alain et après, on passe à la deuxième partie de cet événement digital. Donc, Alain, effectivement, il y a des temps de projet ultra longs. Donc, il y a aussi certaines préconfigurées, je devrais dire, pour diminuer le temps de mise en place des projets. Et je vois ce que vous voulez dire. Je pense que Mohamed reviendra avec vous sur le sujet. Oui, et d'ailleurs, la remarque d'Alain est d'autant plus importante. Selon l'organisation et selon la pression temps, on a cette capacité d'être time to market ou pas. Tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre 3 ans ou 5 ans. Certains veulent aller plus vite. Et là, il y a besoin d'une réflexion autre que simplement de rester né dans le guidon au niveau des SAP. Et puis la remarque de Didier, très pertinente. Alors, Didier, Power BI, c'est un outil de BI. Son nom le porte bien. Que ce soit d'ailleurs Power BI, Tableau, Click et d'autres produits réputés sur le marché. Mais ça reste de l'informatif. Ici, l'idée, si on veut vraiment accélérer l'exploitation des SAP, il faut aller vers de l'opérationnel. Donc, il faut de l'analytique et de l'opérationnel sur SAP. Ouais. Donc, mais on va en parler brièvement à Didier sur ce point-là, parce que c'est un point essentiel, évidemment. Super, merci beaucoup. Alors, c'est le moment, en fait, on a préparé pour nos speakers et nos experts quelques questions, en fait, qui reviennent généralement dans les conversations qu'on peut avoir avec nos prospects, avec nos clients, à chaque fois qu'on intervient avec des personnes impliqués dans la gestion de la maintenance. Je vais commencer par une première question pour ouvrir le débat. Comment gérez-vous vos flux de maintenance dans SAP et quelles typologies sont mises en place dans votre organisation? Alors, Jean-Marc, je te propose d'ouvrir le bal sur cette question et on laissera Caroline et Mohamed rebondir dessus. Alors, des flux de maintenance, il y en a plusieurs. Il y a la maintenance curative, bien entendu, parce qu'il faut quand même dépanner. Et puis, il y a la maintenance préventive. Donc, nous, on a utilisé exactement le même flux. Simplement, il y a des entrées plus simples quand on est en curatif, c'est-à-dire que l'opérateur est capable. On a le flux SAP, c'est avis, OT. Après, une fois qu'on a l'OT, c'est la préparation avec les réservations de pièces magasins, les consultations fournisseurs,
le pré-pointage de la main-d'œuvre, et puis les analyses de risque, la demande de consignation, la demande de déconsignation, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le flux classique SAP. Et chez Cristal Union, donc on utilise ce flux pour les opérations préventives. Par contre, sur de la maintenance curative urgente, l'opérateur est capable de créer directement un OT curatif urgent. Donc, sur le même support, on lui a simplement supprimé des zones de renseignement. Il a besoin simplement de connaître l'équipement sur lequel il travaille. Ça lui permet, à partir de là, de basculer sur la nomenclature et de trouver les références de pièces qu'il aura besoin pour intervenir. Dans ces références de pièces, on a bien entendu le casier dans le magasin où il va trouver la pièce, voire le site où il va trouver la pièce, puisque, comme je vous ai dit, on a 15 établissements, dont 8 sucreries qui sont pratiquement identiques. Donc, on a des magasins en commun un peu sur toute la France. Donc, cela permet de rechercher la pièce. Et l'analyse de risque, il va faire une analyse de risque, bon, pour lui, donc un peu plus simple, mais ça sera toujours dans SAP. C'est simplement les écrans qu'on va lui mettre sont très, très élagués. Épurés. Épurés. Mais Jean-Marc, j'ai pas. Quand tu parlais de préventif, ou même si c'est du curatif, c'est tout le temps les techniciens qui créent les OT, enfin, ou les demandes d'intervention? Là, je parlais du curatif. Par contre, si on utilise le flux classique, l'avis, il est fait par tout le monde. Hein. Il y a 90% des personnes de Cristal Union qui sont capables de créer un avis. Donc, un opérateur, peu importe. Peu importe, un producteur, un opérateur, une personne de la qualité, de la sécurité, n'importe qui, c'est ouvert à tout le monde. Ça permet d'enregistrer une information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai entendu du bruit bizarre. Et bien derrière, ça va être traité. Il y aura une réponse qui va être apportée en disant effectivement, il faut intervenir, ou non, c'est normal. Et donc, ça reste dans je dirais dans l'historique. Mais du coup, ça signifie qu'en fait, ils ont tous des comptes SAP, ils ont tous une licence SAP. Oui, budget, okay. Ah oui, c'est ce que j'ai dit en début. SAP, oui, mais il faut mettre les moyens derrière. Hein. On a mis 1 an pour démarrer SAP, on a mis des moyens, on avait 80 personnes qui travaillaient sur le projet, dont 15 un peu pour la maintenance. Et je dirais, il y a eu des choses de fait qui ont permis de simplifier certaines transactions et puis d'adapter les transactions aux besoins. Donc, on a quelques passages privilégiés, par exemple pour la maintenance curative, où la vie va découler de l'OT et non l'inverse. Mais on va quand même, quand on va faire un outil curatif urgent, on va quand même masquer les liens avec la vie, et la vie va être créée. Et on saura qu'il y a eu un avis curatif urgent de fait, puisque les comptes rendus sont faits sur la vie et non sur l'OT. Voilà, donc flux de maintenance, en réalité, c'est des flux de maintenance différents, mais c'est une volonté du groupe de travail, c'est de garder exactement le même référentiel, simplement simplifier les accès pour certaines actions. Et cette fameuse création… Merci Jean-Marc. Caroline, pardonne-moi, on n'a pas bien entendu. Je disais, surtout cette fameuse création de boutons, c'est le truc le plus important, je pense, le plus simplifié pour les opérateurs. Alors, oui… quand on a lancé SAP, on a demandé, parce que les transactions, je dirais, un opérationnel retient moins bien le numéro de la transaction. C'est pas toujours simple. Ah bon? Quand ça va. Ah, mais ça me fait 51, ça te parle pas? Si, ça me parle. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des écrans boutons. On a 3 types d'écrans. Un écran bouton pour un opérateur sur lequel il doit avoir une dizaine de boutons. Donc, je crée un avis, un OT urgent, je fais mon pointage, je fais mon compte-rendu. Il doit avoir une dizaine de boutons. Donc, c'est simple. Et derrière ces boutons, on a des transactions qui correspondent exactement à l'opérationnel qui va l'utiliser. On a un autre écran pour les personnes plutôt key user, maintenance, responsable maintenance, il y a peut-être une quarantaine de boutons. Et puis le troisième écran qu'on a, il est mixte. Il y a la moitié qui est maintenance, donc avec boutons, et l'autre moitié, on a laissé SAP avec ses transactions pour la finance, pour les contrôles de gestion. Donc cet écran-là, il est adapté aux personnes
qui sont sur deux tableaux, maintenance et production, par exemple, ou maintenance et contrôle de gestion. Mais il y a quand même peu d'utilisateurs de cet écran mixte. Parce que quand on a l'habitude des transactions, on n'a plus besoin des boutons. Oui, mais au début, c'est pas mal en tout cas pour la gestion du changement, l'accompagnement. Ah oui. Au moins, oui. je trouve que c'est super ce que vous avez fait parce que vous avez créé une interface visuelle. Vous avez pallié c'est hyper bloquant quand, même si c'est pas quelqu'un de maintenance, hein, ces transactions, c'est violent à apprendre, ça fait super peur au début, même si au final, on se rend compte qu'on en utilise quoi, 5, 10 à tout casser, c'est tout le temps les mêmes. Mais là, c'est ces histoires de petits boutons et pour répondre à Arnaud, c'est vraiment sur l'écran SAP, hein, c'est pas un truc à côté. Jean-Marc, ils ont développé sur l'interface de l'écran SAP avec l'équipe SAP. Super. Merci Caroline pour cette précision et Jean-Marc pour cette intervention. Alors David me demande si on a un schéma ou un workflow. Je pense qu'on pourra vous proposer ça ultérieurement après cette présentation. Nous, on n'a pas prévu de partager avec vous quelque chose tout de suite. C'est le débat qui nous intéresse dans cette heure avec vous. Mais je pense qu'on pourra de toute façon détailler, partager des écrans, des contenus pour vous accompagner sur ces workflows. Et pareil, David, à quoi ressemblent les interfaces visuelles? Je pense qu'on pourra vous faire des screenshots, alors soit de la part de Jean-Marc chez Crystal Union, si c'est pas confidentiel, mais en tout cas, Mohamed pourra partager avec vous des choses qui existent aujourd'hui. D'accord? Voilà, super. Est-ce que Mohamed, tu voulais peut-être intervenir ou ajouter quelque chose par rapport donc à ces flux de maintenance? On a parlé de préventif, de curatif, de mélioratif. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, je crois que ce que Jean-Marc et le trajet souligné par Caroline de Crystal Union est excellent. Ils ont mis en place une couche intégrée à SAP en temps réel, dans laquelle une série de transactions sont soit simplifiées via des boutons, ou soit éventuellement encore encodables, du français, directement en termes de transactions, comme on faisait historiquement dans SAP. Donc ça, pour moi, c'est excellent. C'est exactement la stratégie que SOA People a choisi de faire, mais via un autre canal. Mais l'idée, philosophiquement, est exactement la même, à savoir, on arrête de proposer SAP aux gens du terrain. SAP est l'ERP de l'entreprise. Et sur SAP, il y a une couche qui vient se greffer, qui doit être tout à fait mobile, sur laquelle je prends des photos, j'enregistre un son, je dicte ma voix, je prends une photo sur laquelle je fais des annotations, je peux pousser n'importe quel avis, remonter de terrain, tout ça sans avoir à connaître SAP, via de la mobilité, en ligne, offline. Enfin, j'ai vraiment des fonctionnalités très comparables à ce que Jean-Marc explique. Et l'idée étant de simplifier cette lourdeur que SAP peut parfois laisser transparaître. Parce que ce que Caroline dit est juste aussi, quand on connaît SAP, ce n'est pas un problème. Elle a souligné un terme essentiel, le change management. On vient de faire un gros projet dans un environnement industriel où une partie de l'effectif avait près de 20 ans d'SAP derrière et connaissait, comme décrit par Jean-Marc il y a 2 minutes, toutes les transactions par cœur. Pour eux, enfin, pas qu'ils ne ressentaient pas le besoin de changer ou d'évoluer, mais ils maîtrisaient tellement bien leur sujet et leurs écrans qu'ils n'avaient pas besoin d'aide ou d'extra digitalisation ou autre. Par contre, toute une partie de la communauté, et là je m'adresse surtout notamment aux techniciens qui sont sur le terrain, qui sont parfois des sous-traitants, ou parfois des gens un peu moins experts en SAP, ou qui ne veulent tout simplement pas toucher à SAP. Quand il s'agit d'exécuter un ordre de travail, ordre de service, bah, eux, ils étaient demandeurs d'alternatives, de simplement continuer à travailler dans SAP. Donc, ce change management est essentiel, et donc je rejoins tout à fait ce que vient d'être dit par Caroline et Jean-Marc. Je vais défendre la maintenance. J'ai vu des personnes de l'ADV qui avaient 20 ans sur SAP et qui ne connaissaient absolument pas les codes de leurs transactions. Parce qu'elles avaient juste le titre sur leur raccourci, sur leur personnalisation. Et dès qu'il y avait un truc qui changeait, elles étaient incapables de retrouver comment on créait un contrat avec commande. Et alors, même pas pour pouvoir extraire les données, elles ne savaient pas. Ça, c'est un problème de l'accompagnement au changement aussi. C'est la formation. C'est l'information et la formation pendant le projet, en fait. D'intégrer des key users, d'expliquer aux gens, de faire des modes opératoires pour peu importe la GMO en fait, que vous mettez en place. Et ça, c'est pendant le projet et puis tout après le projet, en fait. Hein. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, s'assurer que son écran est correctement paramétré et que le gars est correctement formé et informé. Merci. Jean-Marc, un intérêt de l'écran bouton, c'est que quand on met une nouvelle application, par exemple la criticité, on l'a lancée après avoir lancé SAP, eh bien, on a remodifié l'écran bouton, on a rajouté un bouton ou deux, et donc l'opérateur le voit tout de suite. Alors que si c'est des transactions nouvelles qu'il faut utiliser, eh ben, on les oublie dans un coin et c'est plus difficile, c'est plus long. Alors que là, chaque matin, on voit qu'il y a un bouton en plus sur notre écran ou en moins qui nous permet de dire c'est la nouvelle transaction.
Alors peut-être pour finaliser sur cette question et rebondir sur la suivante, vraiment, je pense que le challenge, c'est aussi l'appropriation de l'outil par les utilisateurs finaux. Tu parlais de training, par exemple, Caroline, et comment est-ce que finalement chaque maintenancier va apporter, va contribuer à nourrir la data, l'information pour gérer la maintenance au mieux. Donc effectivement, plus on a un outil user-friendly, plus on a la capacité à se l'approprier rapidement, facilement, à partager la donnée. Ben, c'est là où il y a toute la force de SAP, en fait, derrière. C'est-à-dire que ben, on a la même information pour tout le monde en temps réel. Alors, j'ai quelques remarques de Geneviève, mais Geneviève, bien sûr, on vous envoie le recording juste après, ne vous inquiétez pas. Et pour Jean-Yves, important de définir des process clairs avec des workflows et des layouts prédéfinis, bien sûr, et non que ce soit SAP qui définisse le process de travail. Il a totalement raison. Complètement. Merci pour cette intervention. Ouais. Le tout début de votre projet, déjà définissez vos process et vos organisations cibles avant qu'il y ait la cavalerie SAP qui arrive. Parce que que ce soit SAP ou les autres intégrateurs de GMAO, hein, ils vont arriver avec énormément de questions pour vous faire extraire vos règles de gestion. Et il faut que vous ayez travaillé en interne avec les différentes personnes qui vont être impactées et qui peuvent prendre des décisions, et que vous ayez dessiné et mis à plat en fait ces process, ces workflows, ces orgas, pour que ça s'emboîte correctement après dans SAP. Merci Caroline. J'en profite pour passer le bonjour à Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Alors il y a beaucoup d'interventions dans le chat. Je vous propose, il y a des choses aussi qui vont être répondues au cours de la présentation. Je voudrais juste avancer sur la suivante et puis peut-être que Mohamed garde un œil sur ce qui a été posé dans le chat pour répondre au fur et à mesure. Oui, juste un point peut-être sur la remarque de Jean-Marc et on clôture cette partie-là. Le métier de Cristal Union est particulier. Jean-Marc l'a très clairement décrit. Et donc, on a vraiment des fenêtres de temps, ou certains appelleront ça des coupures, assez fortement prononcées. La plupart de nos clients, quand on travaille avec eux, qui n'ont pas cette spécificité du monde de Cristal Union, qui est particulier évidemment, ben, c'est qu'ils ont un ratio correctif-préventif qui est dysfonctionnant. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a du préventif qui glisse et on est sur du correctif. On est souvent en réactivité. Et donc, on traite les urgences. Évidemment, Jean-Marc parlait 2 minutes de notion d'urgence, mais on traite les urgences. Alors que normalement, si on regarde les standards du marché, ça devrait être l'inverse. Donc, on devrait avoir un préventif qui prend le dessus et du correctif qui glisse à côté. Et malheureusement, la réalité, parce que la question initiale était aussi là-dessus, tiens, sur ces flux de maintenance, comment vous fonctionnez, on constate qu'il y a vraiment un gap entre la théorie, les bonnes pratiques et la réalité du terrain. On a des clients qui sont aujourd'hui à 80-90% sur du correctif et 10-20% sur du préventif, ce qui est tout à fait disproportionné en termes de flux, de gestion, de charge et de réactivité. Voilà, je vais juste finir cette parenthèse sur ce que disait tout à l'heure Jean-Marc par rapport Merci Mo. Et je vois effectivement, alors on va intervenir tout à l'heure sur les KPI, c'est quelque chose que Jean-Yves a remonté. Le fait qu'on utilise Fiori, SAP-GUI, effectivement, pour faciliter l'ergonomie et l'interface. Comment est-ce qu'on va consolider la data et l'information avec un outil intégré? Ça permet de rebondir effectivement sur cette deuxième question. On voit 3 flux de maintenance différents chez toi, Jean-Marc, et chez la plupart de nos clients. Alors, comment consolider ces flux et qui offrirait en fait la capacité à ordonnancer et exécuter dans une même interface? Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton feedback, Jean-Marc? Je vais répondre à peu près la même chose que la question d'avant. C'est que le support est le même, quel que soit le flux de maintenance. C'est simplement les entrées qui sont un peu différentes, et le cheminement, mais pour l'utilisateur, on utilise toujours la même racine et on consolide au fur et à mesure. Quand on fait, par exemple, un avis par l'exploitant, c'est lui qui donne les renseignements, la date d'intervention, qu'est-ce qu'il a constaté, l'équipement concerné. Quand on fait du curatif urgent, eh bien, on va remplir un OT et les renseignements qu'on n'avait pas eu au début, il faudra les renseigner par la suite. Donc, c'est l'opérateur qui va avoir un peu plus de travail. Et la racine reste toujours la même. C'est simplement certains écrans qui ont été voire supprimés. Donc, à partir de là, les réflexes restent les mêmes, les informations restent les mêmes et on peut consolider facilement ces informations. Alors, quand 3 flux de maintenance différents, pour moi, c'est 3 types de maintenance différents, mais sur le même flux. Ok, merci Jean-Marc. Mohamed, tu veux peut-être rebondir, réagir sur ce sujet?
Oui, nous, on a fait le choix. Donc, la réponse de Jean-Marc étant évidemment spécifique à ce qu'on vient Mhm. d'expliquer par rapport à Cristal Union. Mais si on regarde la majeure partie de nos clients aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'aller même un petit peu plus loin et de proposer de la simulation sur du préventif. Et de dire, tiens, finalement, si je sais quelle est aujourd'hui ma capacité à absorber une charge, si je sais que dans tous les cas, j'ai du préventif et qui est récurrent, puisqu'il est normalement planifié à des dates bien claires et déterminées, et non souvent même imposées directement dans le système. Et si je conjugue ce préventif avec ce curatif, eh tiens, finalement, vers quoi on va et quel risque d'être ma charge, ce avant même d'avoir créé à noter. Je suis vraiment dans de la simulation. Et ça me permet de faire deux choses, soit de constater si j'ai une capacité à absorber la charge, et ça me permet de gagner un temps fou en amont, et ne pas être le nez dans le guidon à créer, par définition, l'OT quand il est créé pour dire, tiens, finalement, est-ce que je peux le faire ou pas. On va y revenir sur la partie indicateur. Et puis la deuxième chose, ça me permet aussi de faire des réservations puisque la plupart du temps, ben, un préventif qui n'est pas traité, ça devient un curatif. Et si je fais des réservations, ça me permet que dans 6 semaines, j'aurais complètement oublié cette conversation. Ben, la réservation que j'ai faite aujourd'hui pour dans 6 semaines, elle est dans mon Gantt, elle est dans mon ordonnancement. J'ai une réservation, elle est documentée. Et à ce moment-là, je peux toujours décider de la déplacer ou de la réellement transformer en ET ou en ordre de service. Et cette simulation nous permet de vraiment réduire un maximum cette problématique de dernière minute où tout d'un coup, on doit faire un arbitrage en cours de semaine pour dire, bah non, bah écoutez, ça et ça ne sera pas possible, on va le glisser. Et cette notion de glissement devient de plus en plus problématique dans notre métier. La dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée sur cette problématique-là, c'est la notion de freeze. Une fois qu'on a mis en place une semaine, on la gèle. Si quelqu'un doit modifier cette semaine pour une raison ou une autre, de facto, il doit le documenter, l'expliquer. Parce que souvent, on constate que le préventif est toujours un peu le nice to have, la cerise sur le gâteau. Là, j'ai une panne, donc je traite la panne, c'est l'urgence. Et le préventif, on verra. Alors qu'en réalité, les deux sont tout aussi importants dans le ratio et dans l'effet qu'on a sur la partie productivité, efficacité. Et ça, c'est un peu l'esprit qu'on a derrière. Et donc, on a essayé de compléter, dans la majeure partie du cas, cette notion de simulation pour accélérer ce que nous, on appelle cette gestion de capacité. Mohamed, tu l'as fait avec quoi ta simulation? Avec APO ou c'est autre chose? C'est autre chose, c'est une couche qu'on vient intégrer sur SAP, qui n'est pas SAP, évidemment, mais qui vient s'intégrer sur SAP. Nous, dans un monde idéal, nos clients ne touchent plus à SAP. Donc, on n'a rien contre SAP, on est totalement Platinum partenaire des SAP. Donc, soyons très clairs là-dessus, je ne mets pas du tout la guerre à SAP. Merci, merci Pierre, SAP est dans l'écran. Mais par contre, on s'est rendu compte, tout ce qu'on vient de dire ensemble, avec beaucoup je dirais, de discernement, qu'SAP n'est pas pensé pour le monde de la maintenance industrielle aujourd'hui, avec les challenges qui s'imposent. Et donc, on a créé une couche. Et donc, on fait cette simulation, cette projection, ce prédictif de manière excessivement simple. Et on peut commencer, comme je viens de le dire, à mettre des réservations, ce qu'on appelle des calls, des appels. On bloque des appels dans les périodes à venir et on décide de les mettre en place ou pas, de les transformer en ET ou pas. C'est très, très souple et assez facile à générer. Mais du coup, ça génère des interfaces avec SAP. Absolument. Tout est en temps réel dans SAP. Vous ne touchez pas à SAP et tout est en temps réel avec SAP. Absolument. Jean-Yves a raison de dire que ces simulations permettent évidemment de préparer le budget. Ah, complètement. Mais alors là, mais à un degré, je ne pourrais même pas le paraphraser plus que ça, parce que si vous voulez, c'est tellement intégré et poussé dans cette digitalisation que vous allez avoir la disponibilité des ressources, la fenêtre de tir et la disponibilité des pièces de rechange éventuelles. Ensuite, on va avoir une projection concrète sur une charge à prester, 2 heures, 4 heures, 6 heures. C'est d'autant plus important si on a des sous-traitants, parce que là, on a carrément une notion de timesheet qui va s'imposer derrière. On a des clients en France aujourd'hui qui sont 100% tournés sous-traitants, n'ont même plus d'employés. Jean-Marc parlait des quelques exceptions de par l'exemple, par exemple, de la soudure. Nous, on a des clients qui ont fait un choix de complètement outsourcer, externaliser la partie technicien de terrain. Par contre, la partie maintenance, ordonnancement, c'est les équipes payroll. Donc, vous voyez, donc, on peut aller très, très loin dans ce genre de discussion, évidemment. Alors, évidemment, je vois ici Eric qui réagit. Ben, vous m'amenez de l'eau à mon moulin. Merci. Donc, effectivement, une fois qu'on est dans du prédictif, aller commencer à remonter des capteurs sur des machines, sur du sensoring, au niveau de l'IoT, etc. C'est évidemment, naturellement inclus dedans, puisque à partir de là, on va commencer à faire du advanced scheduling, c'est-à-dire qu'on va commencer à prédire les bécanes qui vont commencer ou les équipements qui vont commencer à nous lâcher et anticiper une série d'actions à tout point de vue, qu'elles soient d'ailleurs sur des actions purement de maintenance pure, voire de tournée, voire de monitoring sur des alertes qu'on va déterminer et remonter au niveau des seuils. Jean-Marc, c'est qui planifie chez toi, Jean-Marc? On est structuré, toutes les sites sont structurés pareil avec un responsable maintenant, et puis 4 secteurs d'activité en dessous,
secteurs, un électricien, ERA, chaudronnier, mécanicien et entretien général, on va dire. Et puis le cinquième, c'est ce qu'on appelle les méthodes. Donc les méthodes s'occupent de l'arborescence, de nourrir l'outil au niveau caractéristique arborescence, connaissance de l'outil. Par contre, dans chaque secteur d'activité, que ce soit mécanique, électricité, on a une équipe de coordinateurs qu'on appelle et qui font les préparations. Donc il y a encore quelques années, en campagne, on avait peu de personnes de ce profil-là. Aujourd'hui, on a un coordinateur pratiquement dans chaque métier et qui va pouvoir préparer à la journée, à la semaine, à l'avance le travail. Et pour rebondir sur ce que disait Mohamed, nous, on n'a pas la couche supérieure pour prévoir. Par contre, on utilise simplement un champ de SAP qui s'appelle révision. Et donc, quand on prévoit une révision, parce qu'on n'a pas que les sucreries, on a des distilleries qui tournent toute l'année, donc on a quand même un process continu. Et donc, on utilise cet élément-là où on va prévoir la révision, l'arrêt d'une colonne à distiller. On va rentrer tous nos avis dedans, nos OT. Et la fenêtre, on peut la déplacer et tous les OT vont suivre et les réservations et les commandes qu'on a passées, tout suit ces OT qui sont liés à la réservation. Donc, on utilise un champ SAP qui s'appelle révision pour gérer le préventif sur les distilleries. Alors, je pense que c'était en partie une réponse pour Arnaud. Je voudrais rebondir aussi sur une question de Jean-Yves qui parle de KPI à définir effectivement pour ces indicateurs de performance qui servent à piloter votre activité. Alors, Jean-Marc, chez toi, est-ce qu'il y a des KPI comme ça que vous avez identifiés? Et Mohamed, peut-être rebondir sur ce qui est un petit peu du classique, entre guillemets, chez les clients ou chez les personnes avec qui tu es en contact. Jean-Marc, dis-moi. Le premier indicateur, et le plus important, c'est ce que nous, on appelle les heures équivalentes à réusine. HEUU. Pourquoi? C'est-à-dire qu'une sucrerie, elle a un nominal. On va lui dire le nominal, c'est 20 000 tonnes de betteraves traitées par jour. Donc, tant qu'on est légèrement au-dessus, tout se passe bien. Quand on est en dessous, le responsable d'exploitation doit justifier ce décalage par rapport au nominal, donc jour par jour. Il y a trois possibilités. Donc, le premier, c'est un problème production, s'il y a une erreur dans la production. Le deuxième, c'est la maintenance. Et le troisième, c'est les divers. Si on peut imaginer une grève des routiers et puis qu'on n'ait plus de betteraves, donc on ne va pas imputer la maintenance ni la production à cause de ça. Et pour la maintenance, l'objectif, c'est 1%. C'est-à-dire que si on fait une campagne de 100 jours, on estime que l'arrêt équivalent d'une journée, c'est supportable. Aujourd'hui, la réflexion, c'est que ça, c'était un objectif il y a quelques années, qu'on atteint facilement maintenant, pratiquement global sur les 8 sucreries, il est à 1%. La question, c'est presque, est-ce qu'on ne fait pas de la surqualité? Parce qu'en réalité, pour obtenir ce 1%, il faut se rendre compte que quand on arrête un appareil pour intervenir, il faut se préparer. Donc, on va avoir une phase de ralentissement, une phase d'intervention, une phase de redémarrage, et on perd vite des tonnes, puisque c'est l'unité. Donc ça c'est un outil qu'on a depuis une dizaine, enfin même plus, qu'on suit, et effectivement, il a évolué. Maintenant, on atteint le 1%. Et après, il y a tous les indicateurs qui vont nous permettre aussi de gérer. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des établissements qui se ressemblent, donc on a découpé tous notre arborescence jusqu'au post-secteur de la même façon sur chaque établissement, ce qui va nous permettre de comparer. Par exemple, on a un atelier qui s'appelle lavage des betteraves. Pour tous les sucreries, il y a l'atelier lavage de betteraves. Et dans donc notre suivi indicateur SAP-BW, on sort, moi je regarde régulièrement et je compare. On arrive à définir que une sucrerie, ça lui coûte plus cher de laver les betteraves parce qu'ils ont peut-être du matériel qui ne correspond pas aux autres ou inversement. Mais le fait d'avoir des établissements qui se ressemblent, pour nous, c'est royal parce que par comparaison, par benchmarking interne,
on arrive à évoluer. Et puis, même quand on fait des investissements, on va voir ce que donne le résultat du matériel monté sur un autre site. Donc, comment? Une petite question juste pour essayer d'imaginer un peu. Tu as combien de machines par site à peu près, de matériel? Oh ben là, des pompes, je dois avoir plus de 6000 pompes. Donc, tu peux imaginer les moteurs, les réducteurs, comme ça, je suis capable de dire, c'est des centaines de milliers. J'ai 140 000 équipements de renseignés dans SAP. Ouais, tu as dû passer un nombre d'heures, le nombre de personnes à tout renseigner. Oui. Alors ça fait partie du départ de SAP. Quand on choisit SAP, il faut mettre les moyens derrière. Il n'y a pas photo, c'est clair. Si on ne met pas les moyens, il n'y a pas de miracle. Là, j'ai dit 7000 pompes, 12 000 moteurs. Il faut les renseigner, il y a des caractéristiques techniques. Et si tu es honnête avec toi, tu te dis, je vais passer peut-être un quart d'heure par équipement. Donc, tu multiplies 140 équipements par un quart d'heure et tu arrives à 100 000 heures très vite. Passer sur le matériel. Mais sur un nombre d'années, quand même, qui est assez important. Après, une fois qu'on l'a, on peut commencer à faire une série d'analyses, on peut commencer à avoir des historiques de maintenance, des flux. Voilà, il n'y a pas photo, on ne va pas inventer la data, il faut bien l'encoder quelque part. Après, ça dépend d'où elle sort en fait. Est-ce qu'elle sort du papier, d'Excel ou de la cervelle du gars qui part en retraite dans 2 ans? Oui. Absolument. Il y a encore beaucoup de clients qui s'en sont pris par les départs en pension, alors qu'en général, ils sont programmés. Ah bon, ils s'en vont? Une question sur ces rapports, il y a une personne dans le chat qui disait il faut y réfléchir au niveau du reporting tout au début. Et alors moi, j'ai eu un cas où justement, ça me disait plutôt l'inverse. Tu les as construits quand, tes indicateurs? Au tout début de ton projet SAP ou après coup? Depuis le début du projet SAP, on travaille sur certains indicateurs il y a des indicateurs qu'on avait au départ qu'on n'a plus aujourd'hui parce que ça tourne. Puis il y a des indicateurs qu'on maintient. Par exemple, les heures équivalentes à réusine, ça c'est quelque chose qui existe et qu'on suit tout le temps. On avait un indicateur qu'on ne suit presque plus maintenant, c'est le nombre d'équipements par rapport au poste par rapport au poste de travail. Au départ, on visait 3, c'est-à-dire qu'on considérait que chaque poste de travail devait être renseigné de 3 équipements qui eux-mêmes étaient renseignés de caractéristiques. Aujourd'hui, tous les sites sont à un ratio de 5 au moins, parce qu'on rentre dans le détail. Et je dirais, on est passé le cap du minimum requis. Là, maintenant, on fait, je dirais, on va au-delà du minimum requis et donc le suivi n'est plus le même. On va chercher d'autres indicateurs. Oui, vous poussez le curseur un peu plus loin chaque fois, finalement. La qualité s'améliore aussi. C'est que je suis d'accord avec la personne qui a écrit, il faut y penser dès le départ, parce que aussi la façon dont tu vas intégrer les données, à chaque fois que quelqu'un veut renseigner une donnée dans une GMAO, je leur dis, OK, mais réfléchissez à qui ça va servir, quand, pourquoi, comment, en fait. Et donc, en gros, tous les indicateurs sont derrière. Mais si tu mets trop tôt dans ton projet, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des indicateurs qui ont été mal paramétrés parce que les utilisateurs n'étaient pas assez matures sur le logiciel, n'ont pas été capables d'exprimer correctement leurs besoins à l'intégrateur, au gars d'SAP. Et du coup, on a eu des indicateurs qui ne matchaient pas avec ce que les gens voulaient. Et il a fallu les refaire. Et ça peut devenir dangereux parce que l'indicateur, ce n'est pas le résultat, c'est simplement c'est informatif. Un passage obligé, c'est un thermomètre. Et on l'a aussi, surtout quand on est sur plusieurs services transverses, où chaque service va essayer de suivre son fonctionnement, va mettre en place des indicateurs et va pousser, parce qu'en réalité, c'est beaucoup la maintenance quand même qui alimente ces indicateurs, et va pousser jusque peut-être à aller à des aberrations, je veux dire. C'est pas impossible. Donc ça, et l'autre aspect aussi, ce que disaient Caroline et Jean-Marc, c'est que dans le mot indicateur clé, il y a le mot clé. Et souvent, les gens confondent ce que c'est quelque chose de clé et d'essentiel. Donc, on a beaucoup de clients qui sont dans l'autre extrême, noyés d'indicateurs.
Et finalement, Tout à fait. on a des indicateurs pour des indicateurs, mais finalement, comme disait Caroline il y a 2 minutes, et ça, que ce soit dans la maintenance ou dans n'importe quel reporting, on ne construit un indicateur qu'ici on va le consommer et qui va être réellement une aide à la décision. Sinon, se gaver d'indicateurs et de super beaux tableaux de bord, mais que finalement, on n'est pas plus avancé. On a un indicateur, par exemple, qui fait très mal. On l'a appelé, nous, le scheduling compliancy. Et le scheduling compliancy, c'est le fait de mesurer si tout ce qu'on planifie est réellement exécuté à temps. Parce que c'est bien d'avoir une belle machine d'ordonnancement avec de la prépa. Et en imaginant dans un monde idéal, tout se passe super bien. Hein. Donc, on arrive dans le gatekeeping, et la vie est transformée en OT, on prépare, on pousse, et on va ordonnancer. Mais à un certain moment, il faut être sûr que tout ce qu'on met dans la tuyauterie est réellement exécuté à heure et à temps, qu'il n'y ait pas de débordement. Et cette notion que nous, on a appelée en anglais scheduling compliancy, bah, c'est le premier indicateur qu'on implémente chez un client. Et très vite, les signaux passent à l'orange ou au rouge. Ça veut dire qu'on est en train de pousser beaucoup de choses, mais qu'on n'a pas une maîtrise du terrain, de ce qui est réellement absorbable et implémentable. Ça, c'est un des aspects fondamentaux. L'autre aspect qu'on voit chez nos clients, ben, c'est toute la partie OEE, hein, le fameux indicateur classique de rendement des équipements. Mais le rendement des équipements, on a des discussions parfois philosophiques avec certains clients. Est-ce que la machine est disponible? Est-ce qu'on peut travailler dessus? Est-ce qu'on peut intervenir dessus? Est-ce qu'elle doit être absolument en production? Etc. Le monde n'est pas binaire, et donc il faut pouvoir briser des silos et trouver des accords de principe sur comment définissons-nous la structure de calcul d'un OE, par exemple. Et ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, en fait. Alors, cher speaker, mais Jean-Marc, une dernière. Un exemple tout simple d'indicateur qui peut fausser les données. Le magasin, c'est simple à suivre. Hein. On a des valeurs et puis un taux de rotation. Le taux de rotation, on essaye d'avoir un minimum de taux de rotation, mais les pièces qu'on change tous les 10 ans, il faut qu'elles soient en magasin. Et donc, on peut arriver à trouver une pièce qu'on change tous les 10 ans qui n'est plus nomenclaturée parce que ça fausse l'indicateur du site. Et comme les sites sont comparés entre eux, et on arrive à avoir des petites choses comme ça qui font que l'appareil en question, l'équipement en question qui va être stocké hors magasin, un jour ou l'autre va disparaître ou on va perdre des renseignements. Donc, il faut être très vigilant. L'indicateur, c'est simplement, il porte bien son nom, c'est une indication, mais ce n'est pas un outil de travail. Merci Jean-Marc. Alors, c'est riche comme débat. Je vois déjà qu'on arrive presque à la fin de cette présentation, mais je vous propose de garder quelques minutes supplémentaires avec nos intervenants. Donc, chers participants, si vous pouvez prolonger un petit peu les interactions, le débat avec nous après-midi, ce serait super, parce que j'ai encore vraiment une question à vous poser qui est clé par rapport au monitoring de la data, l'information qu'on récupère, etc. On voit dans les conversations qu'on a avec nos intervenants, nos prospects, nos clients, qu'on est face à une anarchie Excel. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, anarchie Excel, ça vient vraiment, c'est une terminologie du milieu. Vous, aujourd'hui, comment vous faites justement par rapport à ça? Comment est-ce que vous bénéficiez de cette version unique de la vérité chez Crystal Union? Simplement, Excel, on considère que c'est un outil de travail personnel. Donc, on n'échange pas par Excel déjà. On a défini qu'on avait un référentiel qui était SAP. C'est bon, c'est pas bon, peu importe, c'est l'outil de référence. Donc, on a SAP ECC pour tout ce qui est transactionnel. On a SAP BW pour tout ce qui est la data. Et derrière ça, on a mis en place des reporting. Pour la maintenance, il doit y en avoir une vingtaine de reporting qui vont être beaucoup sur les budgets, une autre partie sur la vie de la maintenance, combien que j'ai fait d'OT, combien que j'ai fait d'avis. Et puis, le troisième groupe, c'est sur les renseignements techniques de la maintenance, hein, combien j'ai d'équipements, combien j'ai de ceci et cela. Et ça, ces rapports-là, alors au début, ils ont été faits par l'équipe centrale. Et puis, petit à petit, quand je tourne dans les sites, si quelqu'un me montre un tableau Excel en disant « Ah, j'utilise ça », eh bien, je regarde pour voir si ça peut être utile pour les autres sites. Et si c'est utile, eh bien, je vais essayer de le faire directement dans SAP pour que tous les sites puissent utiliser le même support. Et donc, l'objectif, c'est que Excel reste individuel pour travailler, mais ne soit pas le support de partage d'informations. Super. Mohamed, tu veux rebondir là-dessus? Non,
le témoignage de Jean-Marc est tout ce qu'il y a de plus concret et précis. Donc, nous, on constate que malgré les investissements colossaux parfois sur SAP, les gens continuent à travailler avec Excel. C'est la réalité. On a des clients dont le Excel est plus riche qu'SAP parce qu'on encode dans Excel. Grosse erreur, hein, Jean-Marc, tu viens de témoigner de la manière dont vous travaillez au niveau de la gouvernance des données. Tu as tout à fait raison. Mais la réalité, c'est qu'on a des clients où SAP est plus riche qu'Excel, et qu'Excel est plus riche qu'SAP, le comble du comble. Donc, on mène une guerre assez forte sur cet aspect d'Excel, où finalement, on n'a pas une seule version de la vérité. Chacun extrait ce qu'il veut et fait ses colonnes comme il a envie, etc., etc. Donc, je te rejoins complètement dans la démarche. Ben, l'idée, c'est de pouvoir combler ce problème-là. Et le problème, il vient du fait que la plupart du temps, les gens ne trouvent pas la réponse qu'ils recherchent dans le système qui est le système, entre guillemets, corporate de l'organisation. Mais à nous d'y pallier, à nous de venir avec des écrans intuitifs, plus simples, plus digestes, plus mobiles. Complètement, complètement. Et la démarche que tu dis, Jean-Marc, si tu l'utilises sur Excel, eh bien, je vais te le faire dans SAP et arrête d'utiliser Excel parce que je te le rends disponible dans SAP. C'est une très bonne démarche. Nous, on a fait un autre choix, peu importe, c'est pas important. Toujours est-il que SAP doit rester le seul référentiel au niveau des données. D'accord, pas d'accord, heureux, pas heureux. Dans tous les cas, c'est un consensus non discutable. Sinon, bah, c'est pas le chaos, mais on s'en approche. Et donc là, je te rejoins complètement, oui, tout à fait. Il faut pouvoir proposer. C'est chronophage en plus. Absolument. Parce que comme il y a eu une mauvaise gestion du changement et de l'accompagnement, les gens sont toujours sur Excel ou repartis sur Excel, mais ils font le boulot dans SAP et après, ils refont la même chose dans Excel. Donc, ils font 2 fois le travail. Absolument. Alors, merci Caroline. Je vais rebondir sur ce que tu dis, cette conduite du changement, parce qu'on sait tous que derrière un projet de digitalisation, il y a de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière qui doivent s'approprier ces outils. Toi, Jean-Marc, comment est-ce que tu as fait concrètement chez Crystal Union? Alors, on en a un petit peu évoqué, mais quelles sont les mesures concrètes que tu as prises pour que tes équipes s'approprient cet outil? Je dirais le point de départ, c'était les budgets. On avait un outil avant qui nous permettait de gérer les budgets et c'est facile, c'est des chiffres dans des cases, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est la partie technique. Donc, moi, j'ai demandé à chaque responsable maintenance de me faire un reporting mensuel et j'avais fait au départ une matrice type de reporting dans lequel j'avais mis un lien pour aller chercher l'information dans SAP. Donc, tous les responsables de maintenance, pendant 2 ans, 3 ans, devaient me faire un reporting avec certains tableaux que j'avais. À la limite, ils ne m'étaient pas utiles, mais je les obligeais à aller chercher l'information, à faire une copie d'écran et me la mettre dans le reporting. Le reporting faisait 23 pages, donc, mais c'était que des copies d'écran. Et maintenant, c'est eux qui se gèrent automatiquement tout seuls, puisqu'ils connaissent tous les rapports qu'il y a dans notre outil de reporting. Et moi, quand il me faut un reporting, maintenant, c'est la conclusion ou l'explication qui m'intéresse. Ce n'est pas le tableau par lui-même, parce que je l'ai de mon côté. Merci Jean-Marc pour ça. Donc, vous l'avez compris aussi, cette intervention, cet événement est là pour partager les bonnes pratiques, ce qu'on a pu éprouver dans l'utilisation de SAP en interne dans les entreprises. Et la FIM est justement là aussi pour mettre en relation des personnes, pour partager ses bonnes pratiques, ses savoir-faire, ses compétences. Donc, profitez-en. J'ai une dernière question. Alors après, mais ce que tu dis là, Pierre, pardon, ouais, je sais qu'on a débordé du temps, mais c'est pour moi essentiel. Il y a eu pas mal de questions sur tout ce qui est KPI indicateurs. Au lieu de partir d'une page blanche, il y a des associations, il y a des fédérations, il y a du partage d'expérience. Et vraiment, nous, quand on démarre un projet, on vient avec des best practices modestement. On ne prétend pas avoir la vérité absolue, ce serait tout à fait une faute en termes de démarche, mais le fait de pouvoir partager, de créer ce cercle vertueux, c'est le but aussi de cet échange aujourd'hui, puisqu'on est là vraiment pour partager des expériences. Je crois que c'est essentiel. On a beaucoup de clients qui sont isolés ou qui ne s'ouvrent pas assez vers les autres, alors qu'il y a l'exemple de Jean-Marc ici est peut-être un peu plus loin que d'autres. Ben, capitalisons sur ce qu'il a appris, voyons les pièges d'expérience, qu'est-ce qu'on peut en tirer, créons une communauté d'utilisateurs. Enfin, voilà, c'est toute la réflexion de la FIM et je trouve ça absolument essentiel parce que je constate encore aujourd'hui beaucoup d'isolement ou de gens qui pensent par eux-mêmes et qui vont développer quelque chose dans leur coin. Et si Jean-Marc a mis 10 ans à faire et à atteindre ce qu'il a atteint, ben peut-être que d'autres, grâce à l'aide de Jean-Marc et d'autres Jean-Marc de ce monde, le feront peut-être en 3 ans, peut-être. Je dis n'importe quoi, mais il y a cette volonté, en tout cas, de partage qui à mon avis, doit être et demeurer essentielle.
Super, merci pour ça, Mo. Une dernière chose pour ouvrir et pour conclure, c'est une question qu'on pose à chaque fois dans des interventions. Alors Jean-Marc, what's next? C'est quoi la suite et le futur sur ce sujet pour Cristal Union? Alors je vois une remarque d'Arnaud. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui la solution de SOA People? Ben, je pense que le next, ce sera, on va en discuter, bien sûr. Mais donc, non, pas pour le moment. On avait autour de la table, justement. Mais ça aurait été trop facile. C'est ça Exactement, exactement. Justement, Jean-Marc a son chemin, on a notre chemin, nos chemins se rencontrent dans cette réflexion. Ça aurait été trop facile. Sinon, tout ce qu'il vient de dire aurait été pipé. On est super content des SOA People. Non, ici, c'est vraiment son vécu. Je trouve ça top. Exactement, c'est pas la conclusion. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons pour toi, Jean-Marc, pour Cristal Union ces prochains mois, ces prochaines années? Alors, ces prochains mois, on finalise tout ce qui est consignation, déconsignation dans SAP. Comme ça, on aura le flux complet. Et puis, en parallèle, on travaille sur la dématérialisation. Aujourd'hui, on a encore deux ou trois blocages chez les plans de prévention où bon, c'est assez administratif, mais normalement, d'ici un an et demi, tout ce qui est OT, avis OT, consignation, déconsignation, plan de prévention, permis de pénétrer, ça sera dématérialisé avec le smartphone pour les encadrants ou les tablettes pour les opérateurs. C'est un gros projet quand même, puisqu'on n'est plus sur le même support. Hein, entre Fiori et puis un ordinateur, c'est quand même différent, ou une tablette. Mais on devrait y arriver et ça doit nous apporter beaucoup, puisque maintenant, on a les renseignements. Donc, c'est plutôt l'accès à ces renseignements qu'on va faciliter. Et la rapidité d'avoir l'info. Le point peut-être un peu plus long terme, ça va être tout ce qui est gestion de supervision liée avec la GMAO, avec le monitoring des machines, aujourd'hui où on a du mal à gérer ça. Ouais. Super. Alors, je rebondis pour finir. Alain, ça fait rêver. Bah, je suis d'accord. Bravo, Jean-Marc, de partager ça avec nous. On voit que le projet est là, on voit que vous optimisez, vous mobilisez les équipes pour faire de la maintenance finalement de l'outil au service. L'outil se met au service du business et ça c'est clé. Ça peut plus une difficulté, mais au contraire. Alors, je vois que Jean-Marc, ça va être avec vous qu'il y a un intervenant qui veut nous rejoindre. Bonjour. Un futur maintenancier, j'espère. Voilà, et toujours intégré dans SAP, va des tuiles Fiori. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Si ça vous va, chers participants, parce que we're running out of time. Si vous êtes OK, on va reprendre les questions auxquelles on n'a pas répondu. On fera le point avec Jean-Marc, avec Mohamed. On vous envoie ça par mail. En tout cas, chers participants, chers speakers, un grand merci pour votre intervention, pour la qualité du propos et du contenu que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Je pense, chers participants, vous êtes d'accord avec moi, il y a quelque chose de concret et merci à la FIM aussi d'avoir intervenu à cette occasion et d'avoir partagé votre réseau, les personnes qui sont à mobiliser en Champagne-Ardenne et sur le territoire. Chers participants, n'oubliez pas, ce webinaire, ou en tout cas cet événement digital est enregistré. Vous allez recevoir les informations et le replay dans quelques minutes de l'après-midi. Partagez-le avec ceux qui semblent concernés dans votre network. Profitez-en et n'hésitez pas, bien sûr, à reprendre contact avec nous. Est-ce que, Caroline, je te laisse un mot de la fin, peut-être, pour conclure? Mais tu viens très bien de le dire, ça a été un bel exercice pendant 1 heure de ce qu'on fait et ce qu'on veut faire à la FIM Champagne-Ardenne. Du partage d'expérience, communication, partager du contenu, des bonnes pratiques. Définir quelles sont les bonnes pratiques, parler ensemble, quoi, de l'humain. Merci beaucoup. Jean-Marc, Mo, Ahmed, Caroline, à bientôt. Merci à tous. On vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.